Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame possédant un rire communicatif et une force de caractère incroyable, Nicoléa Tremblay. Aujourd'hui, mon invité, c'est une dame qui a vécu beaucoup de choses, qui a travaillé dans plusieurs domaines avec plusieurs clientèles. Et ça me fait plaisir qu'elle accepte de nous partager son vécu parce que je sens qu'on va apprendre beaucoup de choses. Alors, je vous invite à aller chercher votre petit breuvage, vous installer confortablement parce que je pense qu'on en a pour un certain temps. Et comme je vous dis... Et là, il arrive ce que je souhaitais, qu'on entende son rire très, très communicateur, parce qu'on reçoit aujourd'hui Nicoléa Tremblay. Tout d'abord, bonjour Nicoléa. Bonjour Martin. Et merci d'accepter. Ça fait longtemps qu'on essaie. Comme je le dis, je pense que le fait de le faire à distance va nous être bénéfique aujourd'hui, parce que on le fait chacun dans le confort de notre foyer, et puis c'est très agréable comme ça, je pense, au final. Alors, comme on s'est parlé quand même beaucoup pour préparer cette entrevue-là, et on s'est entendu pour dire que on allait passer vite sur l'enfance et sur la jeunesse, parce que c'est pas ça qui nous intéresse tant que ça dans les faits. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux quand même nous faire un petit résumé de peut-être l'endroit où tu es né, puis bon, vite fait, là. Vite fait, OK. Vite et parle pas trop, c'est ça? Ben, est-ce que ça se fait demander ça? Je suis un petit peu ma mère, là. Bon, désolée. Écoute, premièrement, je veux dire bonjour à tout le monde parce que, bon, il y a des gens peut-être qui vont m'entendre, qui me connaissent. D'autres me connaissent moins. D'autres ne me connaissent pas. Mais j'ai rôdé beaucoup, évidemment, sur la rive sud de Montréal, Longueuil, Saint-Hubert et compagnie. Alors, je suis une fille, une montérégienne, une vraie montérégienne, là, dans l'expression montérégienne parce que je suis née à Saint-Hubert. Je suis née à domicile à l'époque. C'était beaucoup ça. Alors, je suis née à Saint-Hubert et puis j'ai été baptisée à Saint-Hubert, etc. Je suis née le 14 juillet 1950. Alors, inutile de vous dire mon âge, comptez. Ceci dit, évidemment, j'ai passé ma tendre enfance, si on peut dire ça comme ça, à Saint-Hubert tout le temps. J'étais dans la maison maternelle, paternelle de mes grands-parents. J'ai été éduquée avec mes grands-parents et ma tante qui était couturière, donc des gens très, très, très impliqués dans la paroisse à ce moment-là de Saint-Hubert, connue de partout. Donc, la petite Nicoléa était connue à peu près par tout le monde. Tout le monde savait que j'étais la petite fille d'Alfred. Et parce que je me promenais avec mon grand-père, évidemment, j'adorais mon grand-père. J'ai beaucoup été, je m'excuse, les émotions viennent. J'étais sa petite fille et il a toujours été, même ma grand-mère me faisait toujours demander des choses à mon grand-père. À moi, il disait toujours oui. Alors, j'étais le bébé gâté de mon grand-père, bien sûr. J'étais la plus vieille de la famille aussi, des petits-enfants, j'entends. Donc, la première arrivée, là. Absolument. Uh-huh. Alors, j'ai été la première arrivée et de là part mon prénom actuel, Nicoléa, parce que lui, mon grand-père m'appelait toujours Nicolas. Alors, ceci dit, évidemment, après la période des fêtes, à l'âge de 6 ans et demi, bien important pour les enfants, les demi puis les trois quarts, là. Oui. Après la période des fêtes, en 1957, en fait,
Je suis rentrée à Nazareth parce qu'on voulait pas m'avoir avant, parce que j'étais trop petite, bon, etc. Les sœurs trouvaient que bon, ça pouvait pas. Alors, ceci dit, je suis rentrée à Nazareth en 57 et j'y suis restée, bien sûr, jusqu'en 1900. Ben, j'avais 18 ans, 19 ans quand je suis sortie de là. Alors, 13 ans de pensionnat. Qui n'ont pas toujours été faciles, mais pour moi, ça a été, je me sens très redevable de l'éducation qu'on a reçue par les religieuses, par les laïcs qui étaient là aussi, qui étaient des gens extrêmement dévoués, qui comptaient pas leurs heures. J'étais pas la brillante de l'école, c'est sûr. Moi, j'appelle ça la cancre un peu. J'avais beaucoup de difficultés d'apprentissage. Ça a changé avec les années. Je sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Ça a été très, très différent parce que je suis allée jusqu'à la maîtrise à l'université. Fait que ça doit être que je n'étais pas si pire finalement au bout de la ligne. Mais probablement je me faisais pas assez confiance ou je ne sais trop. Mais j'ai été toujours assez favorisée dans la vie. Je dirais comparativement à bien des gens. On dit qu'on fait sa chance, peut-être c'est vrai, peut-être pas vrai, je ne sais pas. Mais j'étais beaucoup la fille de service à toutes les sauces. On m'utilisait parce que j'avais de la vision. Puis c'était correct aussi parce que moi, mon père étant un handicapé visuel, malvoyant, mon grand-père était malvoyant, c'est héréditaire chez nous. Donc, évidemment, c'est sûr qu'il fallait développer son système D très, 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 très fort. Et c'est, je dirais, le plus bel héritage que mon père m'a laissé. C'est de dire, ma petite fille, dans la vie, tu passeras pas ta vie sur l'aide sociale, il n'y en est pas question. C'est pas une raison parce que tu es une personne handicapée visuelle que tu sois sur l'aide sociale, tu dois travailler. Regarde, moi, j'ai travaillé, nanana, bon, en tout cas, mon grand-père aussi, tout le monde travaillait chez nous, très fort, bien sûr, parce que personne n'avait des diplômes universitaires. Donc, c'était des jobs de bras, comme on dit. Et puis, comme mon grand-père était plutôt un homme fort, il a été concierge, mais bien avant ça, il était sur une ferme, élevage de chevaux, creusait des puits artésiens, etc. Alors, vous voyez un peu de genre. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas la machinerie qu'on a aujourd'hui, c'est bien sûr. Alors, c'était lui qui levait les pierres à bout de bras, puis passait ça à son frère, puis etc. Fait que ça a été un petit peu mon enfance. Évidemment, quand je suis sortie de Nazareth, ben là, je suis rentrée à l'INCA comme travailleuse. À cette époque-là, on appelait ça home teacher. Et bon, professeur à domicile, si vous préférez. Et puis, on avait une formation à Toronto. Je suis allée à Toronto. J'ai suivi toute cette formation en réadaptation, en fait. Et on faisait beaucoup de domicile. C'est sûr que pour l'INCA, de m'avoir, il y avait un certain avantage parce que j'avais pas besoin de guide. Alors, et à l'époque, on se promenait en autobus. Puis moi, j'ai fait la Rive-Sud de bout en bout. Parce que je demeurais sur la Rive-Sud, puis on m'a attitrée sur la Rive-Sud. Je suis allée aussi à Sherbrooke, où ma fille est née. Je me suis mariée à Sherbrooke, puis ma fille est née à Sherbrooke. J'avais une bonne amie qui était là. J'avais des amis, en fait, et j'ai encore un couple qui était tout le temps chez nous à jouer aux cartes le samedi soir et tout, là. Alors, c'était un peu ça. J'ai continué, oui, après l'INCA, je suis rentrée au CSS dans le temps. Mais juste un petit instant, parce que là, tu vas vite. Tu vas trop vite? Mais on s'entend que tu as eu des bons exemples, tu as eu des exemples de personnes qui avaient des problèmes de vision et qui travaillaient, puis qui avaient aussi qui avaient comme toute la volonté du monde de dire que les gens avec des problèmes de vision, c'était pas des raisons suffisantes pour ne pas travailler. Mais
Mais toi, quand t'es sorti, bon, tu dis, je suis allé à l'INCA, est-ce que ça se faisait quand même assez bien, assez vite, là, à ce moment-là, de se trouver un emploi? Est-ce que c'était... c'est bon, toi, on te sent comme un peu fonceuse, pas gênée. J'imagine que ça aide, ça aussi. Ouais, ben, écoute, moi, je te dirais que la personne aujourd'hui, ben, à cette époque-là, on est dans les années 70, hein, c'est de ça qu'on se parle, là. Oui, on est rendu Alors, là. à cette époque-là, c'est bien évident, il fallait presque faire exprès de pas avoir de job. OK. C'est sûr et certain qu'une personne qui avait pas envie de travailler, qui avait pas le goût de travailler, elle pouvait très bien rester chez eux. C'est bien évident. Mais moi, j'aurais jamais survécu avec mon père si je m'étais assise sur la chaise versante puis attendre qu'il se passe de quoi. Mon père m'aurait, je pense, mis à pas. J'ai l'impression. Parce que c'était inacceptable. Pour lui, c'était inacceptable. Lui, il était très, très fier que je m'en aille à l'INCA parce que il y avait des bonzes, des gens qui connaissaient beaucoup à l'INCA. Clovis Taillon, il y avait Clovis Taillon, il y avait aussi Monsieur Avon à ce moment-là. Je me souviens plus de son prénom. Monsieur Avon qui connaissait très bien, parce que mon père c'était un vieux de la vieille, donc il connaissait tous ces gens-là. Et moi, ça m'impressionnait quand il me parlait de ces gens-là, puis moi, je suis tombée dans cette talle-là, là, je me disais, wow, hey, j'ai pas le choix, moi, là, il faut que je... En fait, c'était très inconscient, tout ça, hein. Oui, j'imagine. Au début de la vingtaine, on n'est pas si conscient tout le temps de tout ça. Et c'était... j'avais comme... Je regardais les gens aller, puis je me disais, wow, ça se peut pas, là, tu peux pas passer à côté de tout ça. Il y avait Cécile Blais qui était là à ce moment-là en musique dans le département là du Braille, surtout la musique, je pense qu'elle faisait, si je me rappelle bien. Il y avait plein de monde que je connaissais de nom, de réputation, que j'avais croisé aussi à travers les activités. Et c'était une époque où il y avait beaucoup d'effervescence, hein, aussi, il faut pas oublier ça. Dans les années, moi je vous parle, à ce moment-là, on est dans les années 71. Alors, il y avait beaucoup d'effervescence, c'était presque, on était un petit peu dans la révolution tranquille, hein. Et effectivement, il y avait les gens, là, ça bougeait beaucoup. Il n'y avait pas de transport adapté dans le temps. Il n'y avait rien de ça. Fallait vraiment s'organiser et se débrouiller. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de gens très débrouillards, même qui voyaient pas du tout. Alors, donc, c'était comme, moi, j'avais pas le droit de m'apitoyer sur moi. J'ai pas été éduquée de cette façon, de toute façon. Peut-être un petit peu trop sévère des fois face à certaines personnes parce que je pouvais pas tolérer ça. Que quelqu'un se lamente sur son sort parce qu'il est handicapé visuel, puis puis bon, en tout cas, tout ça. Moins de compréhension à cet âge-là parce que pour moi, c'était inadmissible. J'avais pris un petit peu la voie que mon père m'avait tracée. Alors, c'est sûr que tout ça a fait que je suis rentrée là-dedans. J'ai embrassé cette carrière-là à bras-le-corps. Je trouvais ça majeur d'aider les autres parce que moi, je considérais que j'étais chanceuse dans la vie. Alors, j'ai jamais été surprotégée. J'ai fait de la bicyclette, j'ai fait toutes sortes de choses, des fois peut-être un petit peu casse-cou. Mais peu importe, j'avais des amis aussi, tout ça. Et évidemment, après ça, ben tout le monde est parti chacun son côté, c'est bien sûr. Les amis d'enfance, tu les gardes pas toujours. Je suis rentrée au collège aussi, collège Marie-Victorin. Quand je suis rentrée au CSS, je suis rentrée au collège Marie-Victorin parce que je sentais, personne m'a obligée à ça, mais je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin. Et j'ai une soif d'apprendre continuellement.
Donc, c'est sûr que c'était pas je dirais, bon, je vais prendre un mot qui est plus à mode, un sacrifice pour moi d'aller étudier. C'est ça, tu avais le goût là quand même de faire tout ça. J'ai aimé ça. J'ai aussi. aimé étudier. Oui, j'aimais étudier. J'aimais l'ambiance à Marie-Victorin, à tout le moins là. J'aimais cette ambiance d'études. On était avec des adultes, etc. Et en plus, on avait des facilités à ce moment-là, à l'époque. On avait des facilités de temps pour aller étudier parce que souhaitais avoir des intervenants formés, évidemment. Donc, j'ai rencontré des gens super intéressants sur ma route là-dedans. Des gens qui... j'ai même encore mon ami de cœur que j'appelle toujours, mon frère de cœur même, je lui parlais ce matin, Claude Arnel, qui, on est encore toujours en contact. On a étudié tout du long ensemble, même un bout d'université ensemble. Puis on est toujours en contact. Puis quand je parle de frère, c'est parce que je suis un enfant unique. Donc, c'est sûr que je me suis trouvée dans la vie la chance d'avoir un frère de cœur et une sœur de cœur qui est décédée malheureusement. Maintenant, tout ça fait en sorte que, bien sûr, entre ça, je me suis impliquée dans la communauté. Non seulement dans la communauté des personnes handicapées visuelles, mais aussi dans la communauté des quand j'étais au CLSC, parce que évidemment entre ça est arrivé des parachutages qu'on appelle à l'INCA, on a été parachutés vers les CSS. Et après ça, les CSS en 85, il y a eu beaucoup de remaniements, là, des affaires sociales. On a été parachutés dans les CLSC. J'étais loin d'être la seule, là, bien sûr. Mais je me suis ramassée au CLSC Longueuil-Est. Et puis, comme intervenante sociale. Et évidemment, il a fallu que je fasse mon petit bonhomme de chemin. Ça n'a pas été trop long pour m'intégrer parce que déjà, je connaissais des intervenants qui étaient là, dont un intervenant particulier au maintien à domicile qui s'appelait Lionel à cette époque, qui est peut-être, il est rendu quasiment aussi vieux que moi, là, lui, là. Alors, probablement à la retraite ou peut-être pas parce que c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Donc, évidemment, j'ai jamais été quelqu'un qui se faisait des amis si facilement que ça, mais socialement, je m'intégrais rapidement et facilement. J'avais cette facilité. Je pense que le fait de voir un peu aussi aidait la situation. C'était plus facile peut-être pour moi que pour bien d'autres personnes. Est-ce que tu peux juste dire, tu sais, très rapidement aussi là, c'est quoi ta situation visuelle, là, je trouve plus le bon mot pour le dire, mais tu vois quand même beaucoup. Tu avais besoin de peu d'adaptation, j'imagine, ou... Ouais, j'avais pas vraiment besoin d'adaptation parce que je pense qu'il y a quelque chose que les religieuses nous ont donné qui s'appelait la dactylo. Alors, évidemment, il y avait plein de monde qui trouvait ça bien poche d'aller à dactylo. Moi, évidemment, je peux aller en musique parce que je n'étais pas assez bonne à l'école. Hein, puis dans le temps, on n'allait pas en musique. Puis je trouve ça bien triste aujourd'hui parce que j'aurais aimé ça. Mais, par contre, on allait aux arts ménagers. Évidemment, chez nous, les arts ménagers, c'était quelque chose... Moi, à 5 ans, j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère. Alors, parce que ma grand-mère tricotait dans ce temps, on disait les Esquimaux. Ah bon? Alors, aujourd'hui, on dit plus ça, hein, c'est un mot tabou. Les Inuits, dans le Grand Nord, et ça, j'ai toujours rêvé d'aller en mission dans le Grand Nord. Probablement que ça se réalisera jamais. Mais pour moi, le Grand Nord a toujours été une espèce de rêve, peut-être irréalisable, mais enfin, bref, on verra, on ne sait jamais. L'avenir, des fois, nous réserve des surprises.
Et puis, parce que ma grand-mère tricotait, écoute, elle envoyait des grosses boîtes de tuques, mitaines, pantoufles, tout ce que vous voulez qu'on peut tricoter. Alors ça a meublé aussi mon enfance, c'est bien sûr. Ma tante Cécile était dans la haute couture. On vivait les quatre sous le même toit, bien évidemment. À l'époque, ma tante était ce qu'on disait la vieille fille. Elle s'est mariée beaucoup plus tard. J'étais enceinte de ma fille au moment où elle s'est mariée. Alors, c'est sûr que j'ai eu une enfance où on construisait et on s'occupait beaucoup. Il n'était pas question de oisiveté. Peut-être de là vient le fait que à l'âge que j'ai, je continue à travailler. Ça se peut, je le sais pas. Ça se peut fort bien. Il y a peut-être des chances, je ne sais pas. C'est parce que j'arrive pas à vraiment décrocher, ça c'est sûr. Je suis pas prête non plus à ça. Je me dis, tant que je serai pas trop gaga, ben je vais pouvoir continuer. En tout cas, vous aurez à en juger après l'entrevue si peut-être je dois me retirer, vous me direz ça. Donc, ceci dit, c'est sûr que tout ça a pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Et ça a permis aussi, parce qu'à l'époque, quand on allait à domicile à l'INCA, quand on allait à domicile rencontrer les gens, les arts ménagers étaient très importants, ce qui ne l'est très peu aujourd'hui, malheureusement. Alors, et on faisait des expositions, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient et c'est là que j'ai... mon imagination étant sans borne, j'ai été capable de monter des expositions, de tenir des kiosques, plein de choses que je faisais. Et d'ailleurs, on m'envoyait dans les régions pour le faire parce qu'il y en avait, malheureusement, les gens étaient un petit peu vieillissants. Il y avait des enseignants qui étaient plus malades, qui avaient vraiment des problèmes. C'est ce qui m'a amené à aller travailler à Sherbrooke avec Monsieur Campeau, un homme adorable qui était un patron extraordinaire, je vous dirais. Un homme qui était en souffrance constante parce que lui, il avait perdu la vue. Je vous fais une histoire très courte. Perdu la vue parce qu'il avait été à la guerre, bien sûr. Et le char d'assaut s'était renversé dans lequel il était et il a eu la tête coincée entre le char d'assaut et le sol, ce qui a fait en sorte qu'il a perdu la vue, l'odorat aussi, et le goût, forcément. Bon, OK. Ça fait beaucoup de pertes, là. Oui, beaucoup de pertes. Ben, c'est-à-dire, non, pas le goût, c'est vrai. Il a perdu l'odorat et il nous a conté des histoires assez drôles et pas drôles, finalement, à cause de tout ça. C'était un homme, malgré ses souffrances, qui était toujours gentil. Pas de malice, pas du tout. Il aurait pu. Pas d'agressivité. Et on m'avait envoyé justement parce que M. Campeau avait besoin de la personne qui était là avant, je me souviens même plus de son nom. La personne qui était là avant était trop malade. M. Campeau étant malade, alors ça devenait un petit peu lourd, là. Alors, il voulait absolument avoir quelqu'un qui était capable d'aider. Mais j'ai eu une drôle de... ça s'est passé un petit peu drôlement. J'ai travaillé là drôlement en ce sens que j'étais plus ou moins attendue. Peu importe, Monsieur Campeau a su me recevoir très gentiment, ce qui a fait en sorte que je suis devenue amie avec la secrétaire qui était là et nous sommes toujours amis. C'était les joueurs de cartes qui venaient chez nous à tous les samedis soirs. On faisait le cinéma, en tout cas, on sortait continuellement les deux couples ensemble et on a eu beaucoup de plaisir, bien sûr. Puis on en a encore, hein, c'est des amateurs de jeux de toutes sortes. Puis quand je vais chez eux,
on rit beaucoup, on a beaucoup de plaisir. Évidemment, on a tous vieilli, c'est bien sûr. On est moins... on n'est plus bon pour veiller toute la nuit au cinéma, là. On n'est plus capable de faire ça. Les activités changent aussi avec le temps. C'est ça. Maintenant, c'est sûr qu'entre ça, quand j'ai parlé d'implications, c'est bien évident qu'il y a eu des implications comme, évidemment, l'ARS. Oui, ça, je tiens absolument à ce qu'on en parle. Écoutez, l'ARS a été un petit peu, jusqu'à un certain point, m'a lancé dans le grand monde du bénévolat. Oui, je savais ce que ça impliquait. Oui, je savais, j'étais habituée de voir ça, le bénévolat chez nous. On m'a dit comme un des profs qui, à un moment donné, on a ce qu'on appelle l'orientation vocationnelle. Moi, j'ai tombé dans la soupe du bénévolat très jeune. Et ça a fait que pour moi, il y avait quelque chose de bien naturel là-dedans et ça continue à être naturel. C'est donner au suivant, pour moi, c'est même pas un effort, c'est juste normal. Donc, ça fait partie de la vie. Puis, des fois, j'aurais besoin de décrocher de certaines choses, puis c'est très difficile pour moi de faire ça. Mais bref, ça, je vous dirai pourquoi tantôt je dis ça. Mais bref, l'ARS est venue d'une... Bon, j'étais loin d'être toute seule là-dedans, hein, faut pas croire ça, là. Loin de là, il y avait... Bon, les gens que je me rappelle le plus, évidemment, il y avait Réal Dubois, que certains connaissent sûrement, qui était un petit peu notre leader, si je peux dire ça, à cette époque-là. On est dans les années... On est dans les années 75, si je me trompe pas, là. Et c'est sûr que moi, là, j'avais ma fille avec moi et il y avait beaucoup de réunions chez nous parce que moi, j'avais un enfant jeune. Puis les gens, les réunions là se faisaient chez nous à tel point que mon logement était fait en long. J'étais à Longueuil, évidemment, dans un logement sur la rue Cartier. Et c'était vraiment le rendez-vous chez nous, autant pour étudier que ça a été pour la ARS, que ça a été pour bien des affaires. Le prétexte était que, bon, premièrement, j'aimais ça recevoir, ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est sûr que j'étais bien située, ça aidait beaucoup. Alors, évidemment, c'est là aussi que les potes des grands bénévoles qu'on a eus à la ARS se sont pointés. Tout s'est organisé. Ça a parti d'une espèce de, je vais dire, chicane. Tout le monde va comprendre le mot. Avec Monsieur Chevalier. Parce que là, tout le monde disait, ben non, regarde, faut être plus indépendant, nanana. En tout cas, tout ça a fait qu'on a organisé. Et grâce à Bob Smith à ce moment-là, qui était chez Pratt & Whitney, et évidemment beaucoup plus jeune, hein, tout le monde était plus jeune, donc plus d'énergie. Et puis lui, Bob avait sa gang, comme on dit, et on a monté des spectacles de Jean Lapointe. C'est comme ça qu'on est allé chercher des sous. Et puis quand je dis on, c'est-à-dire la gang à Bob et les gars de Pratt & Whitney, écoutez, là, ils faisaient le montage, là, on louait le théâtre de Longueuil, qui s'appelle maintenant, il me semble, je pense. Oui, la salle Pratt & Whitney, oui. C'est ça, le cégep. Justement, la salle Pratt & Whitney, le cégep. On remplissait la salle, là, c'était pas dur, hein, Jean Lapointe, c'est pas dur à vendre, là. Bon. Alors, à tel point que M. Lapointe, à un moment donné, demande à Bob, il dit, tu peux-tu venir pour organiser mes shows, puis etc. Bob n'a pas voulu, évidemment. Il trouvait qu'on avait un dynamisme incroyable. OK, il vous aurait confié l'organisation de ces spectacles à lui, là. Oui. OK. Oui. Oui. C'est quand même flatteur, là.
Ben, c'est très flatteur, mais c'était surtout parce que Bob avait beaucoup, à ce moment-là, on avait la chance d'avoir des hommes forts, disons, des bras qui étaient capables de transporter le piano puis tout faire ce qu'il y avait à faire pour monter un spectacle de cet ordre-là, bien évidemment. Mhm. Moi, je me suis ramassée présidente à un certain moment donné, je sais plus trop comment, en tout cas, peu importe. C'est pas ça qui est vraiment important, mais c'est clair qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup. Tout le monde était plus jeune, c'était plus facile pour tout le monde, et il y avait beaucoup d'entraide et de, comment je pourrais dire, là, des liens de camaraderie. Ouais, il y avait comme des liens très forts là, qui se soudaient entre les gens. Oui, des liens très forts entre nous. Tout ça, ça a duré pendant 5 ans. Les spectacles de Monsieur Lapointe. J'espère ne pas me tromper, là, mais il me semble dans mon souvenir que ça a duré au moins 5 ans. Évidemment, j'étais toujours en arrière du décor pour comme j'étais je sais plus. En principe, j'étais la présidente, mais le chef, c'était Bob. OK. Moi, j'étais l'indienne qui suivait le chef, là, quelque chose dans le genre. Non, sérieusement, écoutez, j'ai pas à cacher que Bob et moi, on était follement amoureux. Évidemment, on a été très longtemps ensemble. On n'a jamais vécu ensemble, mais on était très amoureux, ce qui a fait un petit peu de bisbille, bien évidemment. Mais peu importe, c'est pas très important. L'important, c'est que les choses se faisaient. Et puis, Bob a été un très, très, très grand bénévole pour la ARS. Puis, il n'y a pas juste lui, hein. Il y a eu Madame Pépin, il y a eu plein de monde qui ont donné beaucoup à la ARS, sans compter, je vous dirais. Il y a eu, voyons, parce que je veux le dire, là, la sœur d'Hélène. Lise. Excusez-moi les noms, là, des fois j'ai de la misère. Lise, qui a beaucoup donné. Je voudrais pas négliger qui que ce soit, là, mais il y a eu des gens qui ont vraiment apporté énormément, qui ont mis debout ce club-là, qui existe toujours aujourd'hui. Ben oui, parce qu'on a fêté ses 40 ans l'année passée, en 2019. Là. Tout à fait. Et puis, c'est sûr que c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. On peut pas oublier ça. Je pense que tous les gens, il y a eu Micheline Théberge qui a été beaucoup impliquée dans tout ça, qui a été présidente aussi. On s'est toutes donné là-dedans beaucoup parce que je pense qu'on avait la capacité de le faire à ce moment-là. Puis c'est correct, on l'a fait. Et aujourd'hui, ben là, c'est autre chose, c'est passé dans d'autres mains, puis c'est correct. Il faut évoluer, puis il faut laisser sa place aux plus jeunes pour qu'ils fassent eux autres aussi leur bout de chemin, ceux qui sont capables de le faire. Bon, c'est sûr aussi qu'il n'y a pas eu que ça, parce que quand je suis rentrée au CLSC, je me suis impliquée beaucoup dans le communautaire. Évidemment. Au CSS, ben tranquillement, je me suis rapprochée du communautaire aussi, parce que je travaillais beaucoup en déficience intellectuelle, oui, avec les personnes handicapées visuelles, oui, avec toute forme de handicap. Parce que c'était nouveau, hein, pour les CSS de travailler avec les personnes handicapées. Ça se faisait pas avant. Alors, on m'a envoyé dans les régions pour aller rencontrer les intervenants, pour les sensibiliser à la réalité des personnes handicapées. Parce que c'était une clientèle qui ne touchait pas. C'est ça, c'était nouveau pour eux. Là. C'était nouveau pour eux et elles, bien sûr. Oui. Donc, évidemment, je me promenais partout. On m'a, je dirais, on a utilisé mes connaissances, je dirais, en matière de personnes handicapées pour aider les intervenants qui rentraient dans ces dossiers-là et qui étaient pas familiers avec les personnes handicapées, ne savaient pas trop comment on intervient. C'était une clientèle qui avait pas touché. Donc, c'est sûr que
à cette époque-là, je peux vous dire que j'ai voyagé, puis pas rien qu'un petit peu, à travers la Montérégie. J'allais même à des endroits, vous allez peut-être rire, mais écoute, j'allais là, puis là, je me disais, OK, bon, là, c'est bien beau, mais à cette heure, je me rends là comment après être descendu du bus? Ben, c'est ça, là, parce que faut, après ça, que tu gères tout ton déplacement. C'était quelque chose, c'était de l'aventure, quasiment l'aventure. Heureusement, je suis pas quelqu'un de trop peureux, puis assez débrouillarde, je pense. En tout cas, veux pas, je me suis toujours rendue à bon port. Et ça fait aussi que dans les régions, ben j'ai dû prendre contact avec des gens qui étaient capables de me piloter à travers la région, bien évidemment. Les CSS, ça, c'était pas difficile à trouver, mais quand j'allais chez les clients, ben là, c'était autre chose. Alors, je rentrais en contact avec les responsables, tu sais, des clubs de loisirs à cette époque-là. Il y en avait beaucoup. Alors, chaque région avait son club, etc. Alors, je rentrais en contact. C'était comme ça, dans le fond, que j'arrivais à... OK, c'est ces gens-là qui t'aidaient, là, qui te venaient en aide. Ouais. Ah, c'est C'était bien. bien important parce qu'il n'y avait pas de directeur régional. Parce que quand je vous parle de M. Campeau, on appelait ça des directeurs régionaux. Alors, à l'époque. Donc, c'est sûr que tout ça a fait que avant de passer au CSS, et même après être passé au CSS, j'ai gardé contact dans les régions parce que, oui, j'ai travaillé à Longueuil un bout, mais il restait que j'allais à Granby, j'allais un peu partout finalement. Il y avait Réal Dubois aussi qui était entré au CSS en même temps que moi. Alors, c'est sûr que Réal et moi, ben, on se partageait la clientèle des personnes handicapées, mais visuelles. Mais moi, j'ai demandé très, très, très rapidement à travailler avec toutes les autres clientèles. Je voulais pas me limiter aux personnes handicapées visuelles, pas parce que j'aimais pas les personnes handicapées visuelles, mais pour moi, j'avais besoin là De diversifier oui, tes tâches. oui, parce que je suis pas, moi, la routine, ça me tue. Alors, je suis pas capable. Alors, c'est ce qui a fait que j'ai un parcours qui a l'air d'être éclaté, mais il l'est pas. Il y a toujours un fil conducteur quelque part. Alors, donc, effectivement, j'ai travaillé avec toutes les clientèles parce que quand on travaille en déficience, j'ai fait les appartements supervisés, j'ai fait plein de choses. Évidemment, ça m'a amené à être impliquée dans la communauté avec d'autres intervenants parce que le communautaire était très fort aussi à cette époque-là. Il y avait des travailleurs communautaires, tout ça. Moi, j'ai travaillé avec des éducateurs, etc. J'ai été en atelier, on appelait ça les ateliers, CTA dans le temps, Centre de travail adapté. Dans le temps, on appelait ça comme ça. J'avais beaucoup de clientèle dans les ateliers, ce qui m'a amené aux appartements supervisés et à travailler avec cette clientèle-là qui est une clientèle très attachante, pas nécessairement facile, mais très attachante. Je me suis amusée beaucoup avec eux autres, malgré le travail que ça demandait. Mais je me suis vite adaptée. Des fois, je dis, c'est comme ça que j'ai appris à comment je pourrais dire, mon petit côté, ça rejoignait mon petit côté un peu délinquant, un peu déviant, un peu malcommode. Donc, c'est sûr qu'il faut s'adapter pour être capable de travailler avec cette clientèle-là. C'est pour ça aussi que quand je suis arrivée à Québec, j'ai trouvé ça tellement difficile parce que je me disais, mon Dieu, il me semble que j'ai une grande capacité d'adaptation, puis c'est difficile ici. Alors, ceci dit, tout ça m'a amené aussi toujours dans le bénévolat. Quand j'ai été à l'UQAM, j'ai reparti parce qu'il y en avait déjà eu une, ce qu'on appelle l'AD-UQAM. Je pense qu'elle existe toujours aujourd'hui, je ne le sais pas.
Mais la DUQAM était pour les étudiants handicapés at large. On est venu me chercher là-dedans parce que je me souviens même pas comment ça s'est produit, mais on est venu me chercher parce que moi, quand j'arrivais dans un cours, le prof, il savait exactement c'était quoi mes besoins. J'étais capable de les exprimer. J'ai toujours été capable d'exprimer facilement. Je me promenais avec mon ordi. J'ai même fait rire de moi. C'est pas grave. Il y avait beaucoup de... Tu sais, à l'époque, tous ceux qui ont vécu cette époque-là, vous vous rappelez sans doute que c'était la mode des travaux d'équipe. Moi, j'étais la fille qui tapait, puis eux autres, ils faisaient les recherches. Mais j'ai toujours eu une très bonne mémoire à savoir où on trouvait les affaires visuelles en plus. Moi, je suis une handicapée visuelle. Alors, Mais moi aussi, hein, je tiens à le spécifier. Ouais, ben c'est ça, c'est assez. Quand tu dis ça, le monde te regarde. Ils ne croient pas, là, mais. C'est quoi? Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est drôle. Mais évidemment, puis là, c'était une belle époque, cette époque-là, parce que il y avait une petite équipe qui suivait tout le temps. On prenait le même cours, on s'assoyait ensemble pour choisir nos cours, etc. pour toujours constituer nos équipes, pour être sûr. Ça a fait une boule de neige, cette histoire-là, à un moment donné. Et il y a quelqu'un qui a pris le lead là-dedans, qui s'appelle Lise. Ça a fait une association, je me souviens plus trop, qui était pour justement les étudiants, là, pour supporter, parce qu'on était beaucoup d'adultes là-dedans. Parce que moi, quand je suis retournée à l'université la deuxième fois, la première fois, j'ai pas resté bien longtemps parce que j'aimais pas le climat, j'aimais pas l'ambiance, la contestation, combien de pages, puis ça finissait plus, là. Ça, moi, ça me tannait. J'ai dit non, franchement, là, des enfants d'école, ça n'a pas de bon sens. Alors, et j'étais pas la seule, on était trois, des camarades de collège on s'était suivis. Et dont une bonne amie de l'époque, Suzanne, et Claude Arnel, bien sûr, qui était là. Et on a décroché les trois en même temps. Et puis, par la suite, j'ai laissé un espace pour aller retrouver, à 42 ans, j'ai repris les études à l'université. C'est sûr que j'aurais pu faire le bond rapidement à l'université, mais en tout cas, ça m'a fait peur, puis je voulais pas, puis j'ai continué au collège finalement, Marie-Victorin. Et, tu sais, la peur d'avoir peur, là, peur de manquer ton coup, etc. Bon, il y en a d'autres. Mais j'avais envie de dire, il n'y a pas eu beaucoup de peur quand même dans ta vie, là. Non, pas vraiment, non. Non, quand même vraiment. bien. Ben, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Peut-être des fois j'aurais eu intérêt à avoir peur, je sais pas. Mais j'ai toujours été du style, ben gars, tu veux qu'on soit copains, amis, qu'on entretienne une amitié, c'est correct. Mais si tu veux pas, gars, moi je te force personne. Pas. Non. Non, absolument pas. C'est mon petit côté peut-être crasse indépendant, là. Ouais, mais on peut pas forcer les gens non plus. Tu sais, ça, tu l'as su assez vite aussi dans ton parcours. Ben, j'ai compris. Tu sais, des fois, on mange des coups, puis on apprend, hein, on apprend à... Moi, j'ai souvent dit, j'ai appris à la dure école. Parce que je faisais mes expériences, puis des fois, ben, t'as des gens bêtes, hein, faisant des expériences. Alors, à partir de là, ben, les expériences de vie, ben, faut que t'apprennes, hein, t'as pas le choix. Alors, t'avances ou t'avances pas. Tu sais, dans la vie, c'est ça. T'as un chemin, t'as une route. T'apprends ou t'apprends pas. Mais si t'apprends pas, ben, regarde, tu vas stagner, puis tu vas t'emmerder. Puis moi, il n'était pas question de m'emmerder dans la vie, là, pas du tout. Alors, donc, c'est ça. L'ARS continuait toujours, bien sûr.
Là, j'étais peut-être un petit peu moins impliquée à un moment donné. Il y a eu autre chose dans ma vie. J'ai continué ma vie de maman, d'étudiante. Et puis maman étudier, ça a toujours été, ou ça a été pendant bien des années. Et puis grand-maman étudiante aussi, parce que le niveau maîtrise, c'était j'avais dans la cinquantaine, évidemment, 58 ans précisément. Alors, c'est ça. Et puis je trouvais ça tellement drôle. La maîtrise, c'était à l'Université de Sherbrooke, que j'ai beaucoup plus aimé qu'à l'UQAM, c'est sûr. Très, très, très différent. Bien sûr, comme c'était en réadaptation, en fait, j'aurais pu très bien ne pas faire ça, mais j'avais besoin de me prouver que je pouvais. C'est aussi clair que ça. Je sais aujourd'hui que je pouvais. J'ai rencontré du monde génial. Évidemment, c'est sûr que quand on est à ce niveau-là, les groupes sont beaucoup plus restreints. Et moi, je disais que j'étais la matante, parce que je faisais lever la moyenne d'âge, hein, c'est sûr, parce que j'étais plus vieille que toutes eux autres, avec des ergots, beaucoup d'ergothérapeutes. Évidemment, en réadaptation, c'est un peu forcément. normal. Mm-hmm. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les formations que j'ai suivies m'ont toujours rendu service quelque part. Toujours, dans tout ce que j'ai fait. Même en employabilité, parce que j'ai été en employabilité dans les années 2000, dans les années au camo pour personnes handicapées. Ça, c'est plus au niveau un petit peu plus recherche et tout ça. J'ai adoré ça. Ça s'est mal terminé malheureusement, mais peu importe. J'ai adoré ça. Et j'ai toujours une bonne amie avec laquelle j'ai travaillé, puis on est toujours en contact aussi. Fait que, tu sais, je me dis, tout ça m'a rapporté. J'ai retourné à l'INCA à 2 ou 3 reprises, je me souviens plus, mais en employabilité. J'ai eu un coach incroyable qui s'appelle Clovis Taillon, qui m'a appris la profession. Qui m'a vraiment supporté dans la façon d'intervenir. Je le regardais aller, on s'est promené un peu partout ensemble. Je l'ai suivi dans ses interventions. J'ai joué à la stagiaire, même si c'était pas nécessairement dit comme ça. J'étais embauchée. J'ai travaillé avec les étudiants. Je pense que c'est à ce moment-là, Martin, qu'on s'est croisés, je pense. En tout cas, moi, ce que je me souviens, c'était en 94. Mm-hmm. Et puis, oui, c'est là je pense que c'est à ce moment-là. Et c'est grâce à toi aussi que j'ai trouvé mon premier appartement. Écoute, un peu plus, puis je vais être une marieuse, là, si tu continues. Non, mais l'appartement qui est important, c'est le premier appartement, c'est important. C'est bien important dans la vie d'un jeune ou d'une jeune, peu importe, le gars ou fille, puis peut-être encore plus pour quelqu'un qui voit pas, parce que puis toi, ta famille était très loin, t'étais pas très supporté par ta famille par la force des choses parce que ta famille était très loin. Ouais, c'est ça, pas pour la recherche d'emploi, d'appartement puis tout ça. Absolument. Et ce qui est très drôle, c'est que ça t'a mis en contact avec ma fille à ce moment-là. En tout cas, peu importe, il reste que t'as pris l'appartement que ma fille laissait. Alors, et c'est bien sûr qu'Annick a été habituée à fréquenter les personnes handicapées visuelles. Pour elle, c'était pas vraiment un problème, là. Elle était pas démunie face à une personne handicapée visuelle. C'est ça, mais moi, même à cet âge-là, moi, j'avais 18 ans là, à ce moment-là, puis c'était même pas des choses vraiment auxquelles je pensais. C'était même pas vraiment des choses
auquel j'avais été confronté. Là. C'était, comme je disais, la recherche du premier appart, là, de partir de l'Abitibi, puis de m'en venir ici, puis tout ça, c'est... En tout cas, ça a été toute une histoire. C'était une aventure, oui. c'est sûr. Là. C'était une aventure, puis je pense que quelque part, tu as eu je dirais, une chance de recevoir. En tout cas, quelque part, tu sais, des fois, je fais des blagues. Je dis, je pense que tu as eu un bon Dieu pour toi. Appelle-les comme tu voudras. Mais, tu sais, des fois, on a comme quelqu'un qui se place sur notre chemin. On ne l'a pas cherché, mais il est là. C'est ça. Oui. Tu sais, on avait besoin d'un petit coup de pouce pour trouver un... Puis là, il arrive quelqu'un, puis... Tu sais, toi puis moi, ça a été parle-parle, jase-jase, parce que je t'ai dit, je cherche un appartement. Puis là, tu as dit, ma fille, elle veut quitter son appartement, puis tout ça. Puis bon, c'est de même que ça s'est fait, là. Ça a été très spontané. Oui, ça a juste comme bien tombé. Ouais. Bon moment, bon timing, etc. Là, hein? En fait, là, tu sais, c'était ça. Puis c'était une chance pour toi parce que ça t'a rassuré. Parce que c'est pas rassurant de partir à l'aventure, se trouver un appartement quand on voit pas, puis tout, là, c'est pas rassurant du tout, du tout. Plus vite on trouve, puis mieux on est après. Là. Plus on peut passer à d'autres choses. Ça aide un peu. Oui. Et il reste que tu es toujours dans le même coin, dans le fond. Oui. Hein, c'est ça. Effectivement. Pas nécessairement dans le même appartement, mais au moins dans le même quartier, ce que tu as appris à connaître, qui est un quartier un petit peu facilitant pour les personnes handicapées visuelles aussi à Longueuil. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes handicapées visuelles. Ça, c'est un petit peu normal à cause de notre histoire. De l'institut, de l'école. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve une bonne proportion de personnes handicapées visuelles sur le territoire de la Montérégie. Là, Nicoléa, j'aimerais ça qu'on fasse un saut. J'espère que ce ne sera pas un saut trop imbu, mais parce que moi, quand j'étais en Abitibi, justement, j'étais loin de tout un peu, puis tout ça, et j'ai connu à cette époque-là l'audiothèque. Et puis, là, toi, maintenant, tu es rendu à l'audiothèque, mais ce qui a fait en sorte qu'il y a eu un déménagement à Québec, puis parce que de toute façon, tu l'as mentionné dans l'entrevue tantôt. Comment c'est venu ça, l'audiothèque, pour toi? Oh my God! Écoute, je suis passée de Objectif Emploi, qui était en employabilité, bien sûr, avec des groupes de 55-64. OK? Ça n'avait rien à voir avec les personnes handicapées. Et par la suite, je suis... ça a duré quand même un bon 3-4 ans, je pense, à peu près. Et parce que moi, là, j'ai toujours passé d'un emploi à l'autre. Il n'y a pas eu de creux là-dedans, ou très, très peu de temps. Parce que je me trouvais les emplois très facilement. Puis je veux pas mépriser les services, au contraire. Mais moi, j'avais beaucoup de facilité à me trouver l'emploi. Il y avait quelque chose que j'avais peut-être compris à travers mon parcours, c'est que il y a toujours une place pour quelqu'un qui a des compétences à offrir. Alors, puis je veux pas dire que les gens n'ont pas de compétences, c'est pas ça que je veux dire non plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées visuelles, ils sont restés plus dans la même carrière, tandis que moi, j'ai vagabondé, je dirais, vers d'autres cieux. Et ça, c'est en train de vous expliquer que moi, la routine, je suis pas capable. Moi, si j'ai fait le tour du jardin, il faut que j'aille ailleurs. Faut que j'ai fait le tour du jardin, j'ai plus de défis. Ça me prend des défis. C'est fou, mais c'est comme ça. Je pense que ça va durer jusqu'à ma mort, cette histoire-là. Mais j'ai besoin d'avoir des nouveaux défis dans ma vie, continuellement. Et évidemment, en 2005 à peu près, j'ai rencontré Pierre Schramm. Et ça a fait que d'une chose à l'autre, après avoir été à la QDM
comme intervenante. Ça aussi, c'était pas tout à fait du bénévolat, mais c'était pas non plus le nirvana. Bien évidemment, c'est là que est arrivée l'histoire de l'audiothèque. Alors, donc, en 2008, je suis arrivée à Québec et pour travailler finalement à Audiothèque. Par contre, dans ma carrière, je disais, ben, peu importe où même si j'aurais été à Québec, j'aurais été n'importe où, ça me dérangeait pas. OK? Je me disais, c'est pas grave, je me trouverais bien un emploi, ça c'était certain dans ma tête, là. Alors, donc, là, Pierre avait besoin de quelqu'un à Audiothèque, donc je suis arrivée sur Québec. Et évidemment, ben, j'ai commencé en avril à travailler. Et c'est l'année, en 2008, les gens de Québec vont se rappeler, il y avait de la neige terriblement. Vraiment, là, une grosse année de neige, c'était quelque chose. Alors, beaucoup plus qu'à Montréal, bien évidemment. Alors, c'est sûr que je suis arrivée en 2008. En avril, j'ai commencé à travailler à Audiothèque et depuis, je suis là. C'est sûr que j'essaye toujours de diminuer mes journées de travail, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Pierre s'amuse à dire, quand j'ai commencé à dire, bon, ben là, moi, là, je fais rien que 4 jours. Ah, il dit, c'est correct, tu fais 4 jours, mais c'est pas grave, il dit, tu vas travailler 5. C'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai dit, je vais faire 3 jours. Ah, il dit, c'est pas grave, il dit, tu vas faire 4, puis des fois même 5. Et c'est exactement ce que je fais. Alors, c'est complètement dingue, là, mais c'est un peu ça. Je suis à contrat, bien sûr. Je suis pas à salaire, puis je ne veux plus être à salaire. Ça fait longtemps que je suis pas à salaire, puis je veux plus être à salaire parce que je veux me garder une liberté d'agir, disons. C'est sûr que je suis quelqu'un de très fidèle et je suis une bosseuse dans le sens de travaillante. Je peux faire beaucoup d'heures. Comme à un moment donné, ben là, regarde, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Puis la chance que j'ai eue en cours de route, j'ai reçu une formation en informatique. Dans le temps, il y en a qui vont s'en souvenir aussi. Au CEMO Montérégie. Ah oui, OK, oui. Hein? Il y avait le SDEM, Service Développement de la main-d'œuvre, je pense. Oui, c'est ça. Service Développement de la main-d'œuvre. J'ai travaillé là aussi. Et aussi, j'ai reçu une formation. J'aurais pu très bien travailler comme secrétaire sans problème. Cependant, c'était pas ça mon objectif. Quand je suis allée, j'ai été la première à passer. Louis Adam m'a envoyé comme pour déblayer le chemin, je dirais. Il m'a joué un tour, mais ça, c'est une autre histoire. On a réglé nos comptes là-dessus. Louis Adam m'a envoyé parce que j'étais la première à demander à Emploi Québec. Il y avait sa formation, mais c'était juste pour des groupes. Moi, j'ai dit à Louis, pas question que je m'en aille dans le groupe, j'ai pas le temps de faire ça, là. J'ai dit, moi, faut que je travaille, puis je peux pas me mobiliser dans un groupe, il y en est pas question. J'ai dit, moi, là, je veux la formation, puis je veux que ça aille vite. Il dit, pas de problème. Il dit, vas-y. Il dit, va-t'en à Emploi Québec, demande-le. OK. Alors, m'en va à Emploi Québec. Et puis, mais là, je me disais, oh my God, dans quoi je m'embarque? Bon, évidemment, moi, je dis toujours oui, puis après ça, je dis dans quoi je m'embarque. Bon, alors finalement, mon tempérament fonceur, un peu ce que tu disais tantôt,
a fait que j'ai décroché. Je vous dis pas que ça a été simple, là. Il a fallu que je démontre, CQFD, hein, ce qu'il fallait démontrer. Parce qu'eux autres, dans leur tête, à Emploi Québec, t'es une intervenante sociale, t'as pas besoin de ça. J'ai dit, excuse-moi, là. OK, ils voyaient pas le lien, là, de... Absolument pas. OK. Alors là, j'ai été obligée de faire CQFD, hein. Alors, pour leur démontrer le besoin que j'avais, et faites-vous-en pas, j'étais très argumentée. Habituellement, je suis argumentée. Alors, je m'étais préparée. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que Louis m'a joué un tour, Louis Adam, à l'époque, m'a joué un tour en ce sens que lui, il voulait que ça soit possible pour des gens qui en avaient vraiment besoin. Et il m'a envoyé comme, pas explorateur, mais comme... Aller comme démontrer la nécessité de, de cette option-là. Là. C'est ça. Et il me l'a dit après, quand je suis rentrée dans son bureau, quand j'y ai vu le sourire fendu jusqu'aux oreilles, parce que moi, j'arrivais, je dis, je l'ai, j'ai le budget, nanana, puis tu vas l'avoir, puis tatata. Il dit, bon! Il dit, je le savais que j'envoyais l'ambassadeur qu'il fallait. Ah, j'ai dit, toi... C'est ça, il y avait la confiance, il y avait la certitude que ça pouvait marcher avec toi. Il était plus sûr que moi, en tout cas. Moi, j'étais pas sûre. Mais, mais là, bon, on a bien ri après, c'est sûr. Mais sur le coup, j'ai dit, mon petit... Écoute, j'ai dit mon petit maudit. J'étais fâchée après lui. Puis lui, il riait. Et puis, moi, j'étais fâchée après lui. On s'entendait très bien, c'est sûr, là. Et il m'a embauché pour faire le ménage à un moment donné, pour aller vérifier l'employabilité des gens qui étaient sur la liste de rappel. Écoute, il y avait comme 500 cas là-dessus. À savoir, là, ça avait plus de bon sens, là, la liste de rappel, pas de rappel, mais d'attente, arrêtait pas d'augmenter. Donc, évidemment, il m'a donné un contrat, etc. Moi, j'ai fait ma formation à ce moment-là aussi en informatique. Ça, c'est fou ce que je vais dire, là, mais ça a été un des cours, une des formations la plus utile que j'ai pu avoir. Et c'est difficile de penser qu'Emploi Québec considérait pas que c'était nécessaire parce que l'informatique est tellement partout maintenant. Ouais, mais à l'époque, c'était pas si partout que ça. C'était déjà pas comme, c'était encore pas comme ça à cette époque-là. Non. Puis on ne pouvait pas voir l'utilité pour une personne qui était pas dans le domaine je sais pas moi, des bureaux ou des affaires de même, parce que moi, j'étais considérée comme une intervenante. Puis une intervenante, t'as pas besoin de ça. Hein? Alors, dans leur logique à eux. À première vue, là, ouais. À première vue. Mais moi, là, mes rapports, toutes mes affaires, pendant que j'étais au CSS, au CLSC, partout, on m'a donné un dactylo. Et je tapais tous mes rapports au dactylo. Quand j'ai dit, les sœurs nous ont donné quelque chose qui était justement la dactylo, parce que pour eux autres, dans leur esprit de l'époque, bien sûr, là, on est dans les années 60 et compagnie, c'était pour nous faciliter la vie pour communiquer avec l'extérieur. C'est sûr que ça facilitait. Mais au début, il n'y en avait pas d'informatique. Fait qu'il fallait que tu prennes un dactylo. Moi, je me rappelle les premiers examens que je passais au collège, à Marie-Victorin. J'apportais mon dactylo que j'avais acheté chez Distribution Consommateur. Ah oui. Alors, je me fais reculer dans le temps. Hein. J'ai l'air d'une vieille, là. C'était terrible. En tout cas, peu importe. J'ai pas l'air, mais j'ai la chanson, je pense. Il reste que à cette époque-là, c'était un petit dactylo, tu enlevais le couvert, c'était en gros plastique, bien épais, cette histoire-là. Il était bleu, je m'en souviens très bien. Et tu avais ton dactylo en dessous. Fait que ça se transportait quand même assez bien. C'était même moins lourd qu'un ordi là, de l'époque. Alors, moi, je traînais ça, puis je prenais je faisais mes
mes travaux puis mes examens avec ça. Parce que j'étais capable de lire la question de l'examen. Évidemment, comme tous ceux qui ont étudié, vous savez très bien qu'on peut demander un local, qu'on peut demander une heure de plus, etc. Là, c'est dans les droits des étudiants handicapés. Alors, à partir de là, moi, j'ai toujours fait ça. Il y a certains profs qui disaient, ben non, garde, fatigue-toi pas avec ça. En philo, surtout. Notre prof de philo était tellement... il était particulier. Lui, il disait, non, il dit, on s'assoit ensemble, puis il dit, on va jaser. Ah, ben, coudonc, on va jaser. Et il me passait l'examen quand même, mais c'était quelqu'un qui était très chaleureux, très... Ou tu l'aimais ou tu l'aimais pas. C'est pas compliqué, là, parce qu'il y avait une façon de te... je dirais il pouvait te mettre en boîte assez facilement. Tu lui disais, c'était un monsieur qui nous apprenait à penser, nous apprenait à articuler ta pensée, à développer ta pensée. Lui, c'était sa façon d'enseigner et moi, j'adorais ça. Bon, évidemment, comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup, dans les cours, il nous incitait à parler. Puis là, il faisait exprès, parce que moi, je m'assoyais toujours en avant avec ma petite gang là, on se suivait, évidemment. Et je m'assoyais toujours en avant, justement, pour bien voir, puis bon, rien manquer, comme on dit. Et puis, il faisait exprès. Si tu disais, par exemple, juste vous donner un exemple, on s'habitue à tout. Oups! Lui, il arrivait en avant de toi puis il disait « Ah, ouais, c'est-tu si vrai que ça? » Là, tu faisais « Attends un peu, là. » Puis là, j'y disais « Monsieur Duclos, non seulement vous nous mettez en boîte, mais en plus, vous fermez le couvert. » C'est fait que lui, là, ça riait, c'est bien évident. Là, ça commençait, là, ça partait. Ouais, c'est ça. Là, le cours commençait. Alors, il t'amenait sur le terrain où il voulait bien t'amener. Ça, c'était clair. Il y en avait qui n'aimaient pas ça parce que c'était pas une structure habituelle. Alors, c'est sûr que c'était difficile pour les gens qui ont de la difficulté à articuler leurs pensées ou comme mettre, bon, c'est quoi tu penses? Dis-moi vraiment le fond de ta pensée. Comment tu es capable de justifier telle chose, etc., etc. C'est ça. Alors, s'il y a plusieurs façons de voir cette chose-là aussi. Parce oui. Que... Puis, comment tu fais pour en tout cas, c'était vraiment ça. Apprendre à penser, apprendre à articuler ta pensée de bonne façon, bien sûr, argumenter de bonne façon. Puis, est-ce que tes arguments sont valables aussi? Hein? Oui, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Là. On ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, il te mettait une phrase au tableau, quelque chose qu'il avait entendu, et puis il n'y avait pas juste moi qui se faisait prendre, là, mais il faisait exprès, il écoutait ce qu'on racontait entre nous avant le cours, puis il partait avec quelque chose qu'il avait entendu de nous. Alors, il partait tout le temps comme ça. À chaque cours, c'était fatal. On savait qu'on se ferait prendre en quelque part. Puis, qu'on se ferait... parce que lui, il savait très bien où il voulait t'amener. Donc, à partir de ta discussion que tu avais sans lui, il écoutait. Puis, il partait avec ça. Alors, ça, c'était... j'ai adoré la philosophie à cause de ça. Et je suis toujours une adepte de la philo à cause de ça aussi. C'est lui qui m'a appris à aimer la philo, à la comprendre. Comment on c'est où ta pensée peut t'amener et comprendre. Lui, il disait, écoutez, les grands philosophes, là, vous devriez, au niveau où vous êtes rendu, vous devriez être capable de les lire et de les comprendre. Oh, OK. OK? Lui, c'était ça. Lui, il n'était pas accroché à Aristote ou je ne sais trop qui.
c'est ceux qui t'encourageaient à les lire. Parce que pour nourrir ta pensée, parce qu'il faut nourrir sa pensée, faut pas juste rester accroché à de la démagogie. Faut aller plus loin que ça, là, beaucoup plus loin que ça. Alors, c'est ça qui nous a appris. C'est ce que j'ai appris à travers cette formation-là, bien évidemment. Alors, c'est un petit peu... évidemment, il y a eu la DUQAM, il y a eu, si on parle du bénévolat comme tel, il y a eu la DUQAM, il y a eu... bon, l'ARS, évidemment, a toujours resté dans mon cœur très, très précieux. Toujours occuper une place, une bonne place. Oui, oui, toujours occuper une place de choix, une place importante. Bon, vous allez dire peut-être que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup Bob là-dedans, qui était très, très présent. J'ai fait beaucoup de travail à domicile. Ça, et ce qui est encore vrai aussi aujourd'hui, même si je travaille pour Audiothèque. Et puis, ben là, présentement, je suis dans un bénévolat qui est plutôt difficile aux résidences Céstas, qui sont des résidences spécialisées, ben, disons, vouées particulièrement aux personnes handicapées visuelles. Ce sont des logements à prix modique qui sont surtout consacrés particulièrement aux personnes handicapées visuelles. OK. Alors, ici, à Québec, il y a 2 résidences, contrairement à Montréal, là, que c'est plus gros. Ils sont plus jeunes que les résidences ici, mais reste qu'ici, on n'a que 2 résidences pour l'instant. On verra, l'avenir dira ce serait quoi, mais j'en suis la présidente actuellement. Et ça fonctionne un peu comme à Montréal? Les gens peuvent se mettre sur une liste d'attente s'ils veulent avoir un appartement? Oui. OK. Tu vois, je le savais là, parce qu'on s'en était parlé, toi puis moi, mais je savais pas que ça existait aussi à Québec. Mm-hmm. Ce sont les résidences Céstas qui ont été mises sur pied d'abord par les Lions et par la suite qui ont passé à une fondation, la Fondation Céstas, parce que ce sont, oui, des logements à prix modique, mais il doit y avoir une certaine assise quelque part. Et évidemment, nous, c'est la SHQ qui est notre, je dirais, bailleur de fonds pour faire rouler ces résidences-là, parce que ça roule pas tout seul, hein, des résidences comme celle-là. Il faut qu'il y ait, faut aller chercher des budgets quelque part, veut pas. Et il y a eu beaucoup Claude Maurice, pour ceux qui l'ont connu, qui s'est investi là-dedans avec d'autres. Je parle de Claude Maurice parce que c'était un ancien directeur régional. Moi, je l'ai connu à l'INCA, effectivement. Quand je suis arrivée à Québec, Claude aurait toujours aimé qu'on travaille ensemble, mais la situation a pas voulu que ce soit ça. Donc, il était rendu retraité à ce moment-là, puis on a recommencé à se voir, à se fréquenter. Et maintenant, il est décédé, bien évidemment. Ça fait 3 ou 4 ans, je pense, là, à peu près, je sais plus. C'est sûr que c'était un bon ami que j'ai perdu encore, mais en vieillissant, ça fait partie un peu de ta vie. Tu perds des gens. J'ai perdu ma belle Danielle. J'ai perdu ma mère. Évidemment, quand je suis retournée à Longueuil, après avoir quitté ici, parce que entre-temps, oui, je suis arrivée en 2008, mais je suis retournée à Longueuil un certain temps. Oui, un petit bout. Ben, c'est là qu'on s'est revus. Oui, absolument. Là, je me souviens plus des années, je m'excuse. Mais ça devait être autour de 2015-2016, là, 2000, dans ces eaux-là.
Ouais, dans ces eaux-là, comme tu dis. Et puis, je suis retournée parce que ma mère en perdait beaucoup, beaucoup. Euh, elle commençait à faire de la démence. Et elle pouvait plus tenir son appartement, c'est sûr. Ça a été très, très difficile parce qu'elle était très choquée après moi. Évidemment, ça fait partie de la maladie, c'est sûr, mais de le recevoir, c'est pas évident. Comme je dis tout le temps, elle est morte enragée après moi, mais peu importe, ça a été difficile, c'est sûr, parce que euh, quand tu es unique, tu peux pas. Bon, il y en a qui ont des batailles familiales. Moi, c'était une bataille à moi de moi dans le sens de oui, ma fille était là, mais en même temps, comme parent, t'as comme pas. T'as pas de frères et sœurs qui sont comme au même niveau que toi là, pour t'aider dans Exact. cette situation-là. C'est ça. Et c'est sûr que j'avais la chance d'avoir Claude Darnel sur qui je pouvais quand même compter, puis qui m'a supporté là-dedans. La dernière année, avant sa mort, je faisais la navette à peu près toutes les fins de semaine à Longueuil, à Montréal, c'est-à-dire, excusez. Puis j'ai eu des gens qui ont eu la gentillesse de me recevoir chez eux. Jocelyne Richard, évidemment, Gérald Meller, avec qui je suis restée très amie, et qui est une personne handicapée visuelle aussi. Il y en a qui le connaissent, c'est sûr. Oh oui, puis on l'a eu à connaissez-vous aussi. Oui, ben c'est ça. Puis, oui, tout à fait. Alors, on est restés très, très amis, assez proches, je dirais. On se communique encore. Donc, tu sais, c'est ça. C'est des périodes difficiles, mais c'est des périodes où tout le monde, malheureusement, où tout le monde a traversé un jour ou l'autre. Un jour, oui. Un jour ou l'autre, ces périodes-là. On se dirige tranquillement, mais sûrement vers la fin de l'entrevue. Puis je veux pas qu'on finisse sur une note non plus. Mais tu as dit en début d'entrevue que tu trouvais ça plus difficile à Québec. Est-ce que c'est au niveau des services aux personnes handicapées visuelles ou si c'est sur d'autres niveaux? Non, c'est sur d'autres niveaux. Ben, faut dire que moi, j'ai pas beaucoup besoin de services. C'est ça. J'ai cette chance-là, disons. Et puis quand j'ai eu besoin en basse vision, en informatique, tout ça, j'ai été très chanceuse. Là. J'ai eu des intervenants bien le fun, même des gens qui étaient pas très vieux dans la profession. Puis quelque part, ben là, tu sais, j'avais l'impression de retrouver des stagiaires puis du monde en tout cas, pour moi, c'est l'impression que ça me donnait. Puis c'était plus, écoute, des jeunes, une entre autres que j'ai beaucoup, beaucoup aimée puis que j'aime beaucoup, puis elle le sait, je lui dis, elle est plus jeune que ma fille. Fait que tu comprends-tu que, quelque part, j'ai plus une tendance à... Elle m'a aidée sur plein de plans, en informatique, bien évidemment, à cause du ZoomTech, bon, tout ça. Puis aussi, quand j'ai eu des problèmes visuels à cause de ma cornée, j'ai dû être opérée 2 fois. La dernière fois remonte en septembre dernier, le 18 plus précisément, juste avant la deuxième grosse vague qu'on était en train de vivre de la COVID. J'ai été très chanceuse, là encore, beaucoup de chance. Et là, parce que là, j'étais rendue presque à la canne blanche. En fait, pour ma sécurité, j'aurais dû la prendre bien avant ça. Mais coordonner ma chaussée toujours, évidemment. Donc, j'étais rendue là. C'est pas parce que j'avais pas ce qu'il fallait, c'est juste moi qui se décidais pas. Et c'est pas nécessairement facile, mais probablement que j'avais besoin de vivre cette expérience-là pour comprendre des choses, possiblement.
Puis, bien sûr que là, je pense avoir retrouvé, il me semble en tout cas d'avoir retrouvé à peu près toute la vision que j'avais perdue. Évidemment, je suis jamais une personne parfaitement voyante, là, on oublie ça. Mais puis, ce qui est drôle, c'est que tu disais tantôt, tu as une assez bonne vision. Non, j'ai pas une assez bonne vision. C'est juste que j'ai un système D tellement fort que j'ai appris à me débrouiller avec le résidu visuel, même s'il y en a qui n'aiment pas entendre ce mot-là, mais c'est vraiment ça. Avec le résidu visuel que j'ai appris à foncer puis à me débrouiller avec ça. Alors, tu sais, c'est un petit peu ça. Mais quand je dis ça, là, je veux pas dire, je suis pas une héroïne, hein, ça a rien à voir, pas du tout. C'est juste, je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup de la façon dont tu as démarré dans la vie. Ça dépend beaucoup de ça. Et ça, j'en reste convaincue pour avoir fait beaucoup de réadaptations auprès des personnes, bon, autant déficientes intellectuelles que autres. Ça dépend beaucoup de ce que tu as reçu dans l'enfance, de ce que tu as reçu dans ton adolescence, dans tout ton cheminement de vie. C'est sûr que si tu as été mis dans la ouate, ben garde, c'est difficile de sortir de la ouate, hein, c'est confortable, hein, s'il vous plaît. Alors, tu sais, c'est un petit peu ça. Ce serait peut-être mon message. Puis il y a des gens qui n'y arrivent pas. Pour toutes sortes de raisons, ils n'y arrivent pas. Ils ont été rabroués trop. Ils n'ont pas acquis de confiance en eux. Ils n'ont pas eu le même cheminement. Puis je suis loin d'être la seule personne comme ça. Puis tu sais, les gens qui ont... C'est pour ça, quand je parle de donner au suivant, ben c'est un petit peu pour ça que je suis allée aux résidences Cécitas. Je me disais, ben OK, moi, je peux peut-être donner, puis ceux qui le veulent, tant mieux. Puis il y en a qui en veulent pas. Ben c'est correct, t'en veux pas, mais nuis pas à ceux qui en veulent, par exemple. Tu comprends? Oui. C'est un petit peu ça. Fait que, bon, là, je m'en viens un petit peu trop moraliste. Mais j'aime beaucoup le message. C'est que dans le fond, tu as fonctionné avec les outils que tu as reçus et c'est ça qui a fait en sorte que tu as pu foncer, puis tu as pu aller de l'avant toujours, puis dire, ben, c'est pas vrai que je ferais rien, puis que même, tu sais, si la routine embarquait, ben, c'était moins... en tout cas, tu avais comme la force puis les ressources pour changer de projet, puis te promener beaucoup, puis... Oui, je pense que, tu sais, peut-être c'est une chance pour moi d'avoir des parents comme j'ai eu. Peut-être que ça a été une chance pour moi d'être à Nazareth. Ça, je le nie pas. Bien sûr, il y a eu bien des inconvénients, là. On s'entend-tu, là? Il y a eu des gens qui ont beaucoup souffert d'être à Nazareth. Mais moi, j'avais la chance d'avoir mes parents étaient proches. Mon père savait très bien ce que c'était Nazareth. Mon père était pas gêné d'aller parler aux sœurs, là. Ça lui faisait pas peur pantoute. C'était une époque, comment je dirais, c'est fou parce que souvent, puis moi je me souviens plus de la souffrance des autres que ma propre souffrance. Peut-être que c'était ma façon de passer au travers tout ça dans le fond, là, possible. Mais je peux vous raconter des histoires qui sont assez pénibles, je dirais. Certaines n'ont pas bien passé au travers cette période-là, ça c'est sûr, et ont resté marquées. Et pour de bonnes raisons, je vous dirais. Et qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue, je pense. Voilà. On est tous, oui, mais pas avec le même bagage. Ça, c'est sûr. Et ça a fait en sorte aussi, j'imagine, que tu as voulu aider les autres tout au long de ton parcours par la suite. Moi, je pense que oui. Ouais. Ça a fait ça. Ça a donné ça. Et moi, je dis au micro qu'on a encore besoin de toi. On veut pas que tu t'en ailles tout de suite.
Ben, on va essayer de se maintenir. On va essayer de combattre l'épidémie qui nous harcèle, qui est encore là. Le vaccin n'est pas toujours là pour l'instant. Il s'en vient, mais il n'est pas arrivé, il n'a pas encore fait son efficacité, sa preuve. Puis j'encourage tout le monde à continuer, par exemple, parce que il y a des gens qui ont des santé plus fragiles. Moi, j'ai la chance d'avoir une bonne santé. Oui, j'ai des petits problèmes comme tout le monde, là, bien sûr, là, mais je suis quand même assez chanceuse de ce côté-là. Je pense que je suis née sous une bonne étoile. C'est souvent ce que je dis. Quand je suis bien découragée, des fois, je me dis, elle est rendue mon étoile, je la vois plus. Et puis souvent aussi une chose que je faisais beaucoup avec mes participants en employabilité, c'est je leur disais bon, quelles couleurs sont vos lunettes aujourd'hui? Alors ça, c'est un petit peu jouer avec les couleurs, à savoir, tu sais, si tu as mis des lunettes noires, ça se peut que tu vois la vie en noir cette journée-là. Ouais, bonne journée, oui. Ouais, si tu as mis tes lunettes roses, ben peut-être que tu vas voir la vie en rose un petit peu plus, puis ça va t'aider, etc. Je suis très... moi, les images, pour moi, sont importantes. Mon image à moi que je projette est importante aussi. Je suis un petit peu... bon, je suis quelqu'un qui aime le beau, qui aime le confortable, qui aime en règle générale, qui aime la bouffe, moins qu'avant, mais quand même, qui aime la bonne bouffe. Quelque part, un petit peu assez bonne vivante. Oui, j'ai mes instants de déprime. Des fois, je me dis, attends un peu, là, je suis rendue dans le fond du chaudron. Bon, ben là, il va falloir que je remonte dans le chaudron, là, parce que là, je vais coller au fond. Oui, ben c'est ça. Tu sais, mais je pense que j'ai une force de caractère. Qui est bénéfique ou pas toujours bénéfique, je ne sais pas. J'ai pas réponse à tout, loin de là. Peut-être atteint une certaine sagesse, entre guillemets, vraiment entre guillemets. Des gros, à part de ça, là. On va les mettre en gros caractère. Et puis, ben, c'est un petit peu ça. Ben, je pense que tu nous as transmis beaucoup de toutes ces choses-là. Et ce sera à chacun aussi d'aller chercher le petit quelque chose qu'il a besoin, des fois pour, comme on disait tantôt, sortir de la ouate, trouver un peu sa voie, trouver ses possibilités. Moi, je crois beaucoup en ça. J'espère que c'est ça que ça va faire comme résultat, que ça va donner comme résultat. Mm-hmm. T'as souhaité. C'est vraiment ce que je souhaite pour l'année 2021. C'est épouvantable, hein? 2021. My God. Oui. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Puis, moi, là, ce que je dis, c'est tant et aussi longtemps qu'on a des projets, on ne vieillit pas. Le jour où j'aurai plus de projet, c'est là que je vais devenir une vieille. Hein? J'adore ça parce que tu sais des projets j'en ai encore hein j'ai pensé à bien des choses en zoothérapie en coaching de vie etc. Je ne sais pas mais il y a quelque chose qui va sortir à un moment donné. Pour l'instant oui je suis à Audiotech mais ça veut pas dire que c'est fini là pas du tout. Ben il y a encore plein d'idées qui bouillonnent qui mijotent. Oui. Puis peut-être forcément quelques formations pour compléter, ne serait-ce qu'en zoothérapie. Si tu veux être capable, ça s'appelle plus comme ça, mais peu importe. Les gens comprennent plus, là, ce que je veux dire. Évidemment, ça se travailler avec les chiens, les personnes âgées, les personnes handicapées. Évidemment, ça, règle générale, ça se fait beaucoup en bénévolat. Alors, ça serait une forme de bénévolat qui est très différente, mais c'est très encouragé d'aller chercher ce genre de formation-là pour des intervenants, bien évidemment, parce que on est capable d'intervenir dans des situations de toutes sortes.
Puis quand je vois, comme je sais qu'il y a un chien à la police, là, je me souviens même plus de son nom, mais écoute, c'est génial, là. Tu sais, écoute, j'aimerais être à la place de la fille pour faire ça. C'est comme, bon, non, mais c'est faisable. Oui. Et puis, ça peut être quelque chose de le fun parce que tu apprends énormément à travers tout ça, là, un certain travail que tu fais auprès des gens, mais tu apprends plus que tu donnes. C'est fou, hein, mais c'est ça. Et puis, tu peux donner énormément. C'est ça, juste ta seule présence, puis ta façon de parler à la personne âgée, c'est beaucoup, beaucoup. Puis souvent, il y a beaucoup de gens très seuls. Plus ça va, plus dans la société, il y a énormément de gens seuls et qui souffrent de cette solitude-là. Alors, tu sais, bon, un peu comme je disais tantôt, tant que je ne deviendrai pas trop gaga, je vais continuer. Ben, en tout cas, on a appris plein de choses aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très agréable, même si on se connaît, on se parle pas à tous les jours, puis j'étais pas au courant de tout ce que tu as raconté. Puis je pense que les gens vont trouver ça très intéressant aussi. Et je te remercie énormément d'avoir accepté puis d'avoir partager ton temps aujourd'hui pour nous. Oh, ben ça me fait bien plaisir. Puis écoute, s'il y en a qui veulent me rejoindre parce qu'ils sentent un besoin de parler à quelqu'un ou quoi que ce soit, ben garde, à Audiothèque, je suis rejoignable, c'est sûr. Puis ça me fera plaisir. Tu sais, ça peut arriver qu'il y a des gens qui ils savent pas trop comment se prendre, puis qui ont des besoins, mais qui arrivent pas à le partager pour toutes sortes de raisons. Je suis une grosse oreille qui est capable d'écouter, puis qui est capable de piloter un petit peu la personne si elle veut, évidemment, c'est son choix. Mais mon âme d'intervenante reste toujours là. Ben, c'est très gentil de le proposer, très généreux. Et je te remercie encore une fois. Ben, c'est moi, Martin, qui te remercie. Puis continue, parce que je pense que c'est important, ce que tu fais. Merci. Puis il faut pas oublier que c'est bénévole, hein? Faut pas oublier ça. Oui, ça par exemple, c'est vrai. Faut le mentionner de temps en temps. Je le fais en dehors de mes heures de travail. Oui. Ben, c'est du gros bénévolat. Puis je pense que ça t'amène à apprendre à écouter aussi. Puis c'est correct parce que tu sais, l'écoute, c'est une des bases essentielles en entraide vocationnelle. Alors c'est ça. Fait que voilà. Fait que merci Martin et je m'excuse pour les faux bons que je t'ai fait. C'était pas volontaire, c'était pas parce que je voulais pas. C'est comme on dit, c'est des choses qui arrivent. Hein? Puis l'important, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à s'asseoir tous les deux. Absolument. On a réussi à s'asseoir finalement face à face et à se parler dans le blanc des yeux. Bien bonjour à tout le monde, puis faites attention à vous autres à travers cette pandémie qui continue à nous un peu gaspiller la vie, hein, c'est ça, mais essayez de vous trouver les loisirs de solitaire le plus possible et puis placoter avec vos amis, c'est bien important. Alors voilà. Bien merci. Bonjour tout le monde. Bonne semaine. Merci, toi aussi, Martin. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!